Jean-Louis, je suis en train de lire l'extrait d'un livre formidable de Hannah Arendt, Le système totalitaire. Vous l'avez lu, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous le dire. Je ferai preuve de la plus grande vigilance quant aux gens à qui j'en parlerai, parce que la personne qui a écrit ça est dangereuse. Et ce psychopathe en fringue de marque pourrait bien péter un disque dur. C'est peut-être un homme que vous connaissez. Quoi? Quelqu'un qui est vraiment très proche de vous. Jean-Louis? Pour tenter de comprendre la nature du système totalitaire, Hannah Arendt s'interroge sur son origine. Est-ce que ça s'explique simplement par l'arrivée au pouvoir d'un dingue qui va tout faire pour garder son poste? Bien sûr, la soif du pouvoir du futur dictateur a son importance. Of course! Mais pour Hannah Arendt, on oublie toujours le principal ingrédient, les masses. Parce que ce dictateur, il faut bien des gens pour le soutenir. Mais attention, parce que la masse, ça a l'air d'être un ingrédient très simple, et pourtant il faudrait pas le prendre à la légère. Sinon la recette du totalitarisme ne prend pas, et tout le début de l'essai d'Hannah Arendt va nous expliquer pourquoi. Pour commencer, il ne faudrait pas confondre la masse avec la foule. Parce que la foule, la vraie, c'est peut-être le groupement humain le moins facile à organiser d'une part. Une foule, ça apparaît quand les gens se rassemblent pour défendre leurs intérêts communs. Ça veut dire que les gens sont soudés, qu'il y a du collectif, et que si le pouvoir fédère beaucoup de monde contre lui, ce sera foule dans la rue. Alors que dans une masse, la solidarité n'est pas du tout la même. Si ses composants sont témoins d'une injustice insoutenable, la réaction ça va plutôt être ça. Oh, putain de clébard! Mais c'est-à-dire que... j'habite ici. Vous voyez, déjà, c'est un peu plus moderne. En quoi les masses sont-elles modernes? Parce que, selon la philosophe, et pas que pour elle d'ailleurs, il y avait beaucoup plus de solidarité dans les sociétés d'Ancien Régime, avant la révolution industrielle. Tout le monde était relié à tout le monde comme par une grande chaîne symbolique, et chacun connaissait sa place. Ça légiférait les rapports humains, ça instituait une certaine normalité. Qui est ce vilain? Et avec ça, pas question de partir de la case dans laquelle vous étiez né, c'était pour toute la vie. Chez nous en France, c'était clergé, tiers état, noblesse, et puis basta. Silence, la vilaine! Viens! Range-la et va ton chemin! Pour le dire autrement, il y a des liens communautaires extrêmement puissants. Mais avec la fin de l'Ancien Régime et avec cette révolution industrielle, les gens ils deviennent un petit peu plus paumés psychologiquement parce qu'ils se retrouvent sans étiquette. Ouais, moi j'en ai une étiquette, moi, regarde! Faut pas trop s'inquiéter non plus, il y a toujours un gros repère pour penser notre place dans nos sociétés modernes. C'est l'épaisseur de notre porte-monnaie, c'est ce qui fait de nous des grands ou des petits citoyens. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Exactement. Et la masse, c'est un rassemblement de gens qui ne sont rien, tout du moins selon le point de vue du pouvoir. Aujourd'hui, c'est la magie de la consommation qui nous rassemble pour notre plus grand bonheur. C'est là que nous trouvons notre collectif. En particulier au moment de faire la queue pour passer à la caisse dans les supermarchés, et là, bien sûr, ce sont des moments que nous apprécions tous beaucoup. Jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où il y a un chômage de masse qui vous empêche de trouver du boulot, que les prix flambent ou que l'argent ne vaut plus rien. Everything burns. À partir de ce moment, la société humaine qui s'était organisée autour de ça, elle est forcée de se disloquer. Pour la philosophe, c'est précisément à ce moment de crise du système capitaliste qu'apparaissent les masses, quand la répartition des gens en classes ne fait plus sens, quand il n'y a plus de vision d'ensemble. À ce moment-là, il n'y a pas plus de foule qu'auparavant, mais les liens qui unissaient tous ces gens les uns aux autres, ils ont disparu. Les masses se développèrent à partir des fragments d'une société hautement atomisée, dont la structure compétitive et la solitude individuelle qui en résultent n'étaient limitées que par l'appartenance à une classe. Ils ne sont pas soudés, mais agglomérés les uns aux autres. Ils sont ensemble, mais sans savoir pourquoi. Si vous préférez, ce qui leur manque pour faire groupe, c'est un idéal fédérateur. Mettons-nous à la place d'un Allemand moyen dans les années 1930.
Le type, il vit dans un pays qui est ravagé par la défaite, traumatisé par la guerre, croulant sous des tonnes de dettes à rembourser, c'est déjà pas facile. Alors le jour où il doit chercher son Schwarzbrot à la boulangerie, non pas avec un petit portefeuille, mais avec une brouette entière de Reichsmark en billets, bon, ce jour-là, ça commence à bien faire. Il n'y a pas de brouette assez grande pour qu'on y transporte l'argent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le type, il peut plus continuer à croire au système, parce que ça vaut plus rien. Et lui non plus, il ne représente plus rien dans le délire. Ce qui reliait ce type à la communauté s'est effondré, et lui avec. Alors c'est quoi la solution? La dépression? Le suicide? L'alcoolisme? Y a pas une meilleure alternative? Et ben cette question, mine de rien, c'est une question politique. Puisque ce qui pose problème ici, ce n'est pas cet individu, mais le système tout entier qui est en train de dérailler. Et c'est pas juste un problème de pauvreté pour le coup, c'est tout simplement que la société ne fait plus sens, que les gens ne s'y reconnaissent plus. On en a vraiment plein le cul. Alors vous me direz, ce genre de moment pré-apocalyptique, c'est précisément le moment de faire de la politique justement. Chercher des solutions, trouver des alternatives, se remettre en question, voir ce qui s'est fait ailleurs, ce qui pourrait se faire aujourd'hui. Enfin bref, c'est le moment. Et cet exercice de la politique comme participation de l'ensemble des citoyens à une réflexion commune, à une remise en question collective, eh ben vous la connaissez, c'est la démocratie. L'État démocratique doit s'appliquer à servir le plus grand nombre, procurer à tous l'égalité devant la loi. Il doit se protéger contre l'égoïsme individuel et protéger l'individu contre l'arbitraire de l'État. Mais attention, la démocratie au sens grec du terme, au sens noble, puisqu'aux dernières nouvelles, il semblerait que les citoyens athéniens s'écoutaient parler quand ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ce que semble nous dire l'ouvrage, c'est que politique au sens moderne, c'est quand on parle d'un technocrate qui vit dans une tour d'ivoire, qui n'a probablement pas intérêt à ce que les choses changent et qui n'a de toute façon aucune marge de manœuvre pour faire face à une crise mondiale. Alors, ceux qui sont théoriquement des citoyens sentent bien que le pouvoir ne s'adresse jamais à l'homme de masse qu'ils sont devenus. Au bout d'un moment, ce qui commence à réellement peser sur les masses, c'est l'indifférence, le silence ou le mépris du pouvoir à leur égard. Mais là où Karl Marx était plutôt confiant pour la suite de l'histoire, Hannah Arendt, elle, est beaucoup plus désabusée. L'homme de masse, pour elle, il apprécie pas causer politique. Déjà pour ce qu'il en a vu, ça lui a guère appris le respect de la discussion et de l'écoute qui sont indispensables au fonctionnement de cette causerie. Attendez, Hélène et les garçons. Mais parce que c'est pas le sujet. Les garçons, c'est un révélateur, voyons. Ah oui. Déjà à la base, nous sommes plutôt mal barrés, à cause d'un problème d'éducation. Quel manque d'éducation. La politique, la vraie, ça demande beaucoup d'éducation. Le respect de l'autre, de l'écoute, une certaine remise en question, la patience, une forme d'abnégation. Tu comprends pas, abnégation? Moi non plus. Quelle misère, mes amis. Le citoyen d'aujourd'hui, il est formaté pour être un producteur ou un consommateur, mais pas pour être un think tank. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis! Les masses ne sont pas unies par la conscience d'un intérêt commun, et elles n'ont pas cette logique spécifique des classes, qui s'exprime par la poursuite d'objectifs précis, limités et accessibles. Je ne suis pas du tout en train de dire que les pauvres ils sont trop cons pour pouvoir écrire les lois, je parle de l'homme de masse selon Hannah Arendt, et c'est pas du tout la même chose que le prolétariat selon Karl Marx. L'homme de masse, ça peut fort bien être quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie, ça peut même être un intello. Mais l'urgence pour cette personne, c'est pas l'abnégation ou le sens politique, c'est beaucoup plus de trouver des rapports humains qui soient normaux, non toxiques, une sorte de cocooning communautaire qui aurait été perdu. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. Au fond, notre homme de masse, il a peut-être besoin d'amour, tout simplement. Sur les tables d'un salarié sans alibi qui rêve toutes ces nuits. Mais je m'égare, notre philosophe n'est pas si romantique. L'homme de masse, elle le décrit comme un homme qui est étranger au monde, qui a des rapports humains extrêmement pauvres. Côté social, qu'est-ce qui peut bien rester dans sa vie? Le bar PMU, une compétition de StarCraft 2 ou de tuning? Le club de majorette, d'anciens combattants, l'épicerie du village? Le camping, le football, le sport? Votre passion toujours nous rassemble. Allez les bleus, on est tous avec vous. Bon, je sens que ça va partir en vrille, alors restons dans les clous de notre essai. Rassurez-vous, nous n'allons pas parler politique. Ça fait perdre des abonnés, ça divise, c'est chiant. Non, c'est vraiment pas fédérateur. C'est répugnant la politique.
Et l'homme de masse, il en a tellement gros que tout ce qu'il veut, c'est de fuir ce monde corrompu et dysfonctionnel. Ce qu'il veut, c'est de l'idéal, du rêve. Pendant ce temps, dans le monde réel, tout va bien selon le pouvoir en place. Il est aux commandes, ça roule quoi. Pas besoin de prendre une déviation. Alors que pour l'homme de masse, c'est le monde qui s'écroule. Alors, que va-t-il se passer pour l'homme de masse? Est-ce qu'il va s'organiser ou bien sombrer dans l'alcoolisme? Va-t-il trouver la foi ou deviendra-t-il footballeur? Trouvera-t-il jamais l'amour? Quelle sera la solution pour lui? Ça, mes amis, c'est une autre histoire. Ou pour être plus exact, c'est là où commence l'histoire, la grande histoire de l'homme de masse. Ce qui fait que dans les prochaines vidéos de cette série, je vous amènerai sous des cieux où il fait bon vivre. Comme disait je sais plus qui, ensemble, tout devient possible.